Le président de la République, commandant suprême des forces armées, préside la sortie de la 18e et 6e promotion d'officiers d'état-major. L'Assemblée nationale clôture la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année parlementaire 2024-2025. Le ministre de l'économie et des finances et son collègue de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire supervisent la signature de l'accord de partenariat public-privé destiné à financer les activités du projet de complexe agro-industriel de production de sucre dans la région de Fumugleita. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition que nous ouvrons par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a adressé ce jeudi un message de félicitations à Patrice Talon, président de la République du Bénin. Ce message est ainsi libellé. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple béninois frère davantage de progrès et prospérité. J'ai saisi cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des relations fraternelles et de coopération unissant nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples frères. Je vous prie d'agréer l'excellence, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le chef de l'État a adressé un message similaire à Madame Karen Keller-Sutter, présidente de la Confédération suisse. Je vous livre ce message. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations et de souhaiter au peuple suisse ami davantage de progrès et prospérité. J'ai saisi cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté d'œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays au service des intérêts de nos deux peuples amis. Je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de ma très haute considération. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République, qui a par ailleurs supervisé ce soir la sortie de deux nouvelles promotions d'officiers d'état-major au Collège national. Il s'agit respectivement de la 18e et de la 6e promotion d'officiers d'état-major. La 18e promotion renferme 78 officiers, dont 48 officiers mauritaniens, 15 officiers saoudiens, 8 du Yémen, 2 du Gabon, 2 de la Côte d'Ivoire, 1 du Mali et 1 du Cameroun. La 6e promotion d'officiers d'état-major est constituée de 8 officiers, parmi lesquels 5 médecins, dont 3 femmes, un ingénieur et des officiers accrédités. Le président de la République a remis le diplôme aux 10 lauréats mauritaniens, au premier des ressortissants des pays frères et amis. Il a été ensuite suivi dans ses gestes par le ministre de la Défense, des retraités et des enfants des martyrs, qui a remis leurs diplômes nationaux et étrangers. Le chef d'état-major général des armées, suivi du chef d'état-major de la gendarmerie et du commandant du collège national d'état-major, ont tour à tour remis les diplômes à leurs récipiendaires. Cette cérémonie a été par ailleurs marquée par la projection d'un film documentaire qui retrace les progrès enregistrés par l'institution durant les dernières années, ainsi que la signature par le chef de l'État du registre d'or, le tout couronné par une photo de famille. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine édition.
Au volet parlementaire, les députés ont pris leurs vacances aujourd'hui après la clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année parlementaire 2024-2025. Une session qui a été marquée par la discussion et l'approbation de 28 textes qui contribueront à renforcer notre système législatif et à élever l'édifice du développement de notre chère patrie, a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Meguet, dans son discours de clôture de cette session. Les détails avec les Delifal. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues députés, mesdames et messieurs, nous arrivons aujourd'hui à la fin de notre deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2024-2025, qui a été marquée par la discussion et l'adoption de 28 textes. Ces textes contribueront sans aucun doute à renforcer notre système législatif et à renforcer le développement de notre chère nation. Au cours de cette session, nous avons approuvé les conclusions des travaux de la commission ad hoc formée pour la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'application des dispositions du texte actuel ayant relevé des lacunes nécessitant d'être complétées et des vides à combler. Bien que ce comité ait été formé lors de la première session ordinaire de l'année parlementaire, il a poursuivi ses travaux tout au long de cette session, dans un souci de consensus et dans le but de concilier autant que possible les opinions de tous les groupes parlementaires et formations politiques représentés au sein de notre honorable Assemblée, au sujet de la rédaction de ce document central dans l'organisation et le fonctionnement du pouvoir législatif. Mesdames et messieurs, tout le monde s'accorde à dire que la corruption est l'un des principaux obstacles au développement des pays du tiers-monde dont fait partie le nôtre. Dans ce cadre, nous avons approuvé 3 textes qui auront un grand impact dans la lutte contre ce fléau, à savoir la loi relative à la lutte contre la corruption, la loi relative à la déclaration du patrimoine et intérêts et la loi relative à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Nous avons également discuté et approuvé un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance portant code de procédure pénale, présenté par le gouvernement dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre les conclusions du document national pour la réforme et le développement de la justice. Dans le domaine financier, les textes adoptés par notre Chambre lors de la première session pour renforcer l'indépendance de la Banque centrale de Mauritanie ont été renforcés par notre récente adoption d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à la modification des procédures de remboursement des dettes de cette institution due à l'État. Nous avons également adopté le statut des douanes pour l'harmoniser avec les textes régissant les services de sécurité paramilitaires nationaux similaires. Cet organisme joue un rôle important en plus de son rôle financier et économique dans le domaine de la sécurité, de la lutte contre le trafic de drogue et d'armes. Outre le projet de loi de règlement définitif du budget 2023, la fin de notre session a vu l'approbation du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2025 afin de prendre en compte, entre autres, le financement du programme préliminaire de généralisation de l'accès aux services essentiels au développement local et de suivre le rythme de mise en œuvre du projet de développement de la ville de Nouakchott. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, députés, mesdames et messieurs, les services fournis aux citoyens ont également occupé une part importante des travaux législatifs de cette session, puisque nous avons approuvé de nombreux accords qui permettront de mobiliser les ressources financières nécessaires pour renforcer les services d'eau et d'électricité, la formation professionnelle et l'emploi, l'autonomisation des femmes et leur accès à l'éducation, en plus de textes à caractère économique relatifs aux mines, à l'élevage, à la marine marchande et à l'activité industrielle qui manquait un cadre juridique approprié pour la réglementer. Dans le souci de la durabilité de notre processus de développement et de la réalisation de l'équilibre entre les besoins du présent et la garantie des droits des générations futures, l'ordre du jour de notre session a également inclus 6 textes dans le domaine de la protection de l'environnement afin de suivre les défis environnementaux liés aux transformations sociales et économiques locales. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues députés, mesdames et messieurs, dans le domaine du contrôle, les représentants du peuple ont reçu de nombreuses clarifications sur l'action du gouvernement, à travers les réponses de ses membres à 24 questions orales,
toutes soumises à la discussion des groupes parlementaires et des députés non inscrits. Cela renforce le rôle de contrôle de notre honorable Chambre et consolide notre démocratie en laquelle nous plaçons de grands espoirs. Il n'est fait aucun doute que ces bilans importants dans les domaines législatifs et de contrôle n'auraient pu être atteints au cours de ces 4 mois sans la coopération positive, appréciée et saluée avec le pouvoir exécutif dans un cadre de respect et de séparation des pouvoirs, de leur coopération et de leur complémentarité. Cela incarne la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Qazouani, de permettre à toutes les institutions de remplir leur rôle comme il se doit. Chers frères, cette coopération s'est également manifestée à travers le soutien ferme apporté par le Parlement à la diplomatie nationale, à travers l'activité intense de la diplomatie parlementaire durant cette session. L'Assemblée nationale a ainsi accueilli la première édition du Forum parlementaire économique mauritano-marocain, qui a réuni, outre les législateurs des 2 pays frères, des ministres et des hommes d'affaires. Dans le même contexte, nous avons également signé un mémorandum d'entente avec le Parlement algérien lors de la visite dans notre pays de son Excellence, le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, à la tête d'une haute délégation parlementaire. Un forum similaire sera organisé en décembre prochain en République algérienne démocratique et populaire sœur, conformément à cet accord. Nous avons également reçu de nombreuses délégations et envoyé diverses missions vers les pays frères et amis. Nous avons participé à des conférences parlementaires régionales où nous nous sommes attachés à défendre les intérêts de notre pays et ses positions sur de nombreuses questions, au premier rang desquelles la juste cause palestinienne. Chers collègues députés, je ne saurais conclure mon allocution avant de vous saluer pour l'esprit de responsabilité et de discipline dont vous avez fait preuve lors des travaux des commissions et des séances plénières. Vous souhaitant de joyeuses vacances parlementaires et un heureux retour pour reprendre l'exercice de vos fonctions lors de la prochaine session parlementaire, après que vous ayez l'occasion de contacter vos électeurs et de vous informer de près de leurs préoccupations et de leurs aspirations. En conclusion, je déclare avec la bénédiction d'Allah la clôture de la 2e session ordinaire de l'année parlementaire 2024-2025, conformément à l'article 59 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Auparavant, la Chambre a adopté 2 projets de loi soumis à son approbation par le gouvernement. Le premier concerne le projet de loi de finances rectificative pour 2025 qui représente une réorientation des ressources qui peuvent être effectivement mobilisées pour les dépenses prioritaires absolues, assurant l'équilibre budgétaire et la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République. Nous retrouvons Yedel Fall. L'Assemblée nationale, lors de sa séance publique présidée par M. Mohamed Bamba Meguet, président de l'Assemblée nationale, a approuvé le projet de loi des finances rectificatives pour 2025. Le projet de loi rectificatif pour 2025 représente une réorganisation des ressources qui peuvent être effectivement mobilisées pour les dépenses prioritaires absolues, assurant l'équilibre budgétaire et de poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République. Le projet de loi des finances rectificatives 2025 vise à harmoniser la politique financière avec les priorités du programme du président de la République, notamment mon ambition pour la patrie, ainsi qu'à aligner les structures du budget général de l'État avec les nouvelles données économiques nationales et internationales, tout en actualisant les prévisions budgétaires pour prendre en compte les changements et les tendances des recettes et des dépenses sur la base des données d'exécution budgétaire actualisées. Les députés ont salué le projet de loi des finances rectificatives pour l'année 2025 et son rôle dans la réalisation des projets de développement de l'État au profit des citoyens. Ils ont souligné la nécessité de respecter la transparence et de prendre en compte les besoins dans les recrutements organisés au profit des administrations publiques afin de garantir une utilisation rationnelle des ressources ainsi que l'importance de soutenir la production locale tout en tenant compte des prix et de la qualité des produits pour protéger le consommateur. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Sidi Ahmed Loubou, a expliqué en réponse aux interventions des députés que le taux d'exécution du budget selon les données du tableau des opérations financières de l'État au 30 juin 2025 a atteint 48% pour les dépenses et 50% pour les recettes, 48% des pourcentages qui ont montré une nette amélioration du rythme des revenus reflétant l'efficacité des mesures et le travail des services concernés au niveau du ministère.
Il a déclaré que le taux de pression fiscale à Paris dans ce budget avait augmenté de 0,4% après avoir été de 16,38% dans le budget initial, ce qui place notre pays très loin dans la moyenne des pays de la région à laquelle notre pays appartient et qui varie entre 18,5 et 22%. Concernant les agrégats, le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré qu'un taux de croissance économique d'environ 4% avait été maintenu, soulignant que ce pourcentage représentait un déficit majeur et une réalisation difficile en raison des complexités que connaît l'économie mondiale. Le ministre a souligné que les dernières prévisions publiées par le Fonds monétaire international, la seule institution à laquelle se réfèrent tous les experts économiques, ont vu le taux de croissance de l'économie mondiale diminuer de 5 points, soit 0,5%, passant de 3,3% prévu à 2,8%. Il a mentionné que le niveau d'inflation prévu dans le budget initial pour l'année 2025 était de 4% et qu'il est aujourd'hui tombé à 2,5%. Le secteur a également réussi à maîtriser le niveau de déficit du compte général du budget qui est passé de 1,44% à 0,47%. Le second projet de loi adopté par la Chambre modifie et complète certaines dispositions de la loi régissant les accords miniers modèles. Bokar Bailaba a suivi cette plénière. Dans leurs interventions, les députés ont salué le projet de loi ci mentionné, soulignant la nécessité de travailler à la détermination de la taxe environnementale selon des mécanismes d'évaluation nationaux, au lieu de se baser sur les données relatives aux impacts environnementaux déclarés par les entreprises. Ils ont souligné que les pourcentages prélevés sur les bénéfices nets auraient dû être prélevés sur le capital, car les bénéfices déclarés peuvent être manipulés. S'interrogeant sur la précision des chiffres déclarés par les sociétés minières concernant leur contribution au développement local. Les parlementaires ont insisté sur l'importance de les obliger à respecter les dispositions de la loi sur le contenu local et d'accélérer la publication de ces décrets d'application. Et dans sa présentation du projet de loi, le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Tijani, a expliqué que ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des réformes structurelles lancées par le gouvernement dans le but de moderniser le cadre juridique régissant le secteur minier, renforcer la transparence et accroître l'attractivité du pays pour les investissements dans le secteur minier afin de réaliser le plus grand bénéfice économique social possible. Il a souligné que le projet de loi présenté modifiant et complétant certaines dispositions de la loi ci mentionnée vise à modifier les conditions de renouvellement des accords miniers, prévoir l'obligation de la contribution de l'État au capital des sociétés d'exploitation qui seront créées à l'avenir et intégrer explicitement la taxe de contribution climatique, en plus de renforcer l'engagement à respecter les législations environnementales en vigueur, ainsi que l'engagement aux exigences de la loi sur le contenu local, et imposer une contribution annuelle à la formation équivalente à 1% des bénéfices nets des sociétés d'exploitation. Le ministre des Mines et de l'Industrie a expliqué que les accords sont conclus sur des bases internationalement reconnues et que notre pays ne peut pas conclure des accords radicalement différents de ce qui est universellement adopté, car cela limiterait la possibilité d'extraire et bénéficier des richesses nationales, soulignant que le texte présenté a pris en compte les expériences des pays voisins. Il a souligné que les modifications proposées permettent le renouvellement des licences selon des conditions qui servent l'intérêt général et que les taux d'impôt et de contribution ont été augmentés conformément aux nouvelles exigences. Le ministre des Mines et de l'Industrie, Thiam Tijani, a affirmé que le gouvernement s'efforce de préserver les investissements existants conformément aux exigences légales et réglementaires qui servent l'État. Toutes les mesures prises pour protéger l'environnement figurant dans les études d'impact environnemental de leurs activités extractives avec le paiement de la taxe de contribution climatique. Au volet parlementaire, au volet diplomatique maintenant, notre pays est représenté par une importante délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salou Merzoug, a assisté hier soir à la réception organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc à l'occasion du 26e anniversaire de la fête du trône. Dans son propos, l'ambassadeur du Maroc, Hamid Chabar, a indiqué que les relations mauritano-marocaines sont des relations fraternelles,
distingué fondé sur des liens de fraternité, de parenté, de religion, de langue, d'histoire et de destin commun. Il a souligné le niveau de développement des relations économiques et commerciales entre les deux pays marqué par la présence des entreprises marocaines dans plusieurs domaines en Mauritanie, notamment les télécommunications, les hydrocarbures, la banque, le ciment et les matériaux de construction, notant que d'autres partenariats sont en cours de finalisation entre les acteurs économiques marocains et mauritaniens dans divers domaines tels que l'énergie, l'agriculture, les mines et l'industrie. Il a enfin mis en exergue le poids de la diplomatie mauritanienne sous la conduite du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans les instances internationales et régionales, citant entre autres la présidence réussie de la Mauritanie et de l'Union africaine et l'élection de son candidat à la présidence de la Banque africaine de développement. Plus de 440 millions de dollars, c'est le montant de l'accord de partenariat public-privé signé ce jour par le ministre de l'économie et des finances, Sidi Ahmed Oulbou, et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Mamo Beibata, destiné à financer les activités du projet de complexe agro-industriel de production de sucre dans la région de Fumgleta. Maïmouna Lo nous en dit plus sur ce projet. Cet accord, dont la valeur d'investissement s'élève à 446 millions de dollars, vise à renforcer la sécurité alimentaire et à atteindre l'autosuffisance en sucre en Mauritanie. La production effective du projet devrait débuter dans les 3 ans suivant la date de signature, dans le cadre d'un contrat d'une durée de 30 ans, bénéficiant d'une superficie agricole disponible de 17 000 hectares et d'une capacité en eau du barrage atteignant 500 millions de mètres cubes, extensible à 1100 millions de mètres cubes. Dans son allocution, le ministre de l'Économie et des Finances a expliqué que ce projet permettra d'économiser des devises qui étaient dépensées pour l'acquisition du sucre, essentiel à la consommation quotidienne de chaque citoyen, soulignant qu'il contribuera à introduire un levier pour l'agriculture et l'industrialisation dans le secteur agricole en général. Il a ajouté que ce projet est un partenariat public-privé qui sera supervisé par une alliance d'entreprises, notamment le groupe soudanais Al-Badri, ce qui reflète le renforcement des relations entre notre pays et le Soudan, précisant que l'expertise accumulée par le Brésil dans les projets de culture et de production de sucre constitue une garantie supplémentaire de l'efficacité et de la qualité des travaux qui seront réalisés dans ce complexe. De son côté, le directeur général de la Société mauritanienne du sucre et de ses dérives, Mohamed Taqiyullah Ould Cheikh Bouya, a expliqué que la signature de cet accord pour le projet structurant dans sa première phase permettra une autosuffisance en sucre de 103% de la consommation locale de sucre en Mauritanie. Était présent à la dite signature le directeur général du consortium d'entreprises bénéficiaires du projet regroupé sous le nom de Société nationale du sucre, ainsi que de plusieurs fonctionnaires des ministères de l'économie et des finances et de l'agriculture et des ambassadeurs du Soudan et du Brésil accrédités en Mauritanie. La FEMELEC, en clair, la Fédération mauritanienne de l'énergie et de l'électricité, c'est la nouvelle entité créée au sein de l'Union nationale du patronat mauritanien. Le ministre de l'économie, de l'énergie et du pétrole a pris acte de la naissance de cette fédération initiée par l'UNPM dans le dessein d'unifier les efforts des acteurs du secteur privé pour accompagner la stratégie nationale ambitieuse dans le domaine de l'énergie et stimuler le développement économique et social du pays. Récit de Yogi Heovo. La Fédération mauritanienne de l'énergie et de l'électricité a officiellement vu le jour à l'issue d'une assemblée constitutive ayant réuni un large éventail d'acteurs du secteur. À l'unanimité, Khatari Ould Bounenna a été élu à la tête de cette fédération, un choix salué par les participants comme le reflet d'un consensus autour de son expérience et de sa capacité à accompagner la structuration d'un secteur aussi stratégique que celui de l'énergie. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Ould Khaled, a salué ce qu'il a qualifié de moment historique. Selon lui, la fédération constituera un levier stratégique pour soutenir un secteur vital pour le développement économique et social de la Mauritanie.
Il a rappelé les avancées significatives enregistrées sous la direction du président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, citant l'entrée en exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, le lancement de projets électriques structurants et l'extension des réseaux à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Le ministre a également insisté sur l'importance des partenariats internationaux, mettant en avant l'adhésion de la Mauritanie à d'importantes initiatives. Il a salué la mobilisation de financement pour des projets majeurs, notamment la ligne haute tension Nouakchott-Nema et plusieurs centrales solaires. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zein El Abidine, a souligné les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès à une électricité fiable et abordable. Il a également affirmé l'engagement du secteur privé à accompagner les pouvoirs publics dans leurs ambitions de faire de la Mauritanie un hub régional pour l'énergie propre. Le Mrabat Ould Tanji, président du comité préparatoire, a pour sa part indiqué que la création de la fédération répond à une double nécessité. Révéler les défis énergétiques actuels et anticiper les exigences futures. Elle vise à fédérer les efforts, améliorer la performance du secteur et encourager l'investissement dans les énergies renouvelables. Dans son premier discours en tant que président de la Fédération mauritanienne de l'énergie et l'électricité, Khattari Ould Bounenna a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et souligné la responsabilité qui lui incombe. Il a salué le soutien constant des autorités, notamment celui du président de la République, et assuré que la fédération s'inscrira dans le cadre de la stratégie nationale d'électrification à l'horizon 2030, des objectifs de développement durable ainsi que de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Comme chaque année, à la faveur de l'hivernage, le département de l'environnement et du développement durable procède avec l'appui du ministère de la Défense au largage des semences sur 4 wilayas du pays. Cette année, l'opération a mobilisé 4 tonnes de graines des principales espèces d'arbres adaptés à la désertification qui seront disséminées sur une superficie de plusieurs milliers d'hectares. Récit de Fatima Tadé. Le ministre de la Défense nationale, des Affaires de retraités et des enfants de martyrs, accompagné de son homologue de l'environnement et du développement durable, du chef d'état-major général des armées, ont été chaleureusement salués par des membres de l'armée de l'air. Cette cérémonie s'inscrivait dans le cadre du lancement de l'opération d'ensemencement aérien. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de l'Environnement a rappelé que cette opération marque le début de la Semaine nationale de l'arbre, une initiative qui sera officiellement lancée dans les prochains jours sous la haute supervision du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, en raison de l'importance qu'il accorde à la protection de l'environnement et à la lutte contre la désertification et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle a souligné que cette opération d'ensemencement aérien était menée régulièrement entre 1992 et 2010, avant d'être interrompue. Sur l'instruction du président de la République, elle a été relancée en 2022. Il faut dire que les résultats sont déjà probants. Plus de 3 millions d'hectares ont été couverts par l'opération à ce jour. La délégation ministérielle a ensuite suivi une présentation détaillée sur le plan de mise en œuvre de l'opération, les différentes étapes logistiques ainsi que sur les types de semences utilisées. Ces dernières sont exclusivement composées de plantes locales, soigneusement sélectionnées pour leur capacité à s'adapter aux conditions climatiques du pays. La participation des collectivités régionales au programme prioritaire d'accès universel au service de développement local, c'est l'objectif affiché désormais par les réseaux multi-acteurs. Comme première démarche, le réseau a organisé aujourd'hui un atelier national des plaidoyers qui intervient en prélude au lancement du programme initié par le gouvernement au profit du développement local. Rahmaba. À Nouakchott, les autorités mauritaniennes, les élus locaux et leurs partenaires techniques se sont retrouvés autour d'un objectif commun, renforcer la participation des collectivités régionales dans la mise en œuvre du programme prioritaire d'accès universel aux services de développement local. La cérémonie d'ouverture de cet atelier national a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Salemval.
Dans son discours, il a souligné que ce programme stratégique, élaboré sous les directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vise à rapprocher les services du citoyen et à renforcer le rôle des collectivités territoriales dans la dynamique de développement. Il a précisé que le gouvernement travaille sous la coordination du Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye à la mise en œuvre d'une feuille de route claire avec un transfert progressif mais soutenu de ressources vers les secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation ou encore l'environnement. Il a aussi tenu à remercier la coopération allemande pour son appui constant à toutes les étapes de ce processus. Présent à la rencontre, l'ambassadeur d'Allemagne en Mauritanie a salué les efforts déployés par les autorités mauritaniennes. La Mauritanie, qui s'approprie histoire politique et administrative plus centralisée, souhaite aujourd'hui évoluer vers un système de gouvernance plus décentralisé. Sur cette toile de fond, nos deux pays coopèrent depuis quelques années déjà, afin de soutenir l'État et les collectifs territoriaux mauritaniens dans leur dynamique de transformation et de renforcement du niveau local et régional. Le président du réseau multi-acteurs a pour sa part salué l'engagement du gouvernement à allouer 31 milliards d'ouguiya à l'amélioration des services de base à travers ce programme prioritaire. En effet, l'engagement d'une enveloppe de 310 milliards d'anciens ouguiya pour l'amélioration des services de base à travers le programme prioritaire de généralisation de l'accès aux services nécessaires au développement local est un pas important dans la bonne direction. Ce programme prévu sur une durée de 30 mois annonce un rythme annuel moyen de 10% du budget national pour sa mise en œuvre. Il s'inscrit dans sa philosophie, dans la continuité du chapitre 6 de la stratégie nationale de décentralisation et de développement local adoptée par le gouvernement en septembre 2020. La présidente de l'Association des régions mauritaniennes, Mme Fatimatou Mint Abdelmalik, a rappelé que la décentralisation est au cœur du programme présidentiel. Elle a mis en avant la création du Conseil national de la décentralisation, présidé par le chef de l'État lui-même, comme preuve de cette volonté politique affirmée. Cependant, elle a souligné plusieurs défis persistants, notamment le manque de clarté dans la répartition des compétences entre l'État et les collectivités, la faiblesse des ressources financières et humaines, ainsi que la faible implication des élus dans les programmes nationaux. Elle a lancé un appel à la constitution d'une coalition nationale regroupant l'ensemble des acteurs, institutions publiques, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles et secteur privé pour un développement local, global et équitable. Elle a également plaidé pour l'allocation d'un pourcentage conséquent du budget de l'État aux collectivités locales, à l'image du pays qui ont réussi leur transition vers une gouvernance territoriale forte. Le président de l'Association des maires mauritaniens, M. Bamba Ould Darman, a lui aussi insisté sur la nécessité d'un programme construit en concertation avec les collectivités locales. Il a réclamé des mécanismes concrets pour garantir la participation active des communes à la gestion des ressources, notamment dans l'éducation, la santé et l'environnement. Enfin, le maire de Tafrakzena, M. Talib Ould Mahjoub, a rappelé que le développement local est la base de tout progrès. Il a souligné que les actions du gouvernement s'inscrivent pleinement dans le programme Mon ambition pour la patrie du président de la République. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du Wali de Nouakchott-Ouest, du Hakim de Tafrakzena, aux côtés d'un certain nombre d'invités. L'actualité ce jour, c'est aussi le lancement par le commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile de la caravane de sensibilisation sur les dangers de la traite des personnes et la vulgarisation des lois la criminalisant. La caravane s'inscrit dans le sillage de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes visant à renforcer l'éveil sur la gravité de ces phénomènes. Au chapitre des activités des partis politiques, la rencontre interactive organisée hier par le parti INSAF avec les médias à l'occasion du premier anniversaire de l'élection
du président de la République Mohamed Cheikh Al-Ghazouani pour un second mandat. La rencontre était dédiée à la présentation du bilan de 6 années de réalisations accomplies sous la direction du président de la République en mettant en lumière les aspects les plus marquants du processus de construction et de réformes dans divers domaines. Le président du parti l'INSAF, Sid Ahmed Ould Mohamed, dira à cette occasion que le président de la République a fondé sa vision sur 4 objectifs principaux. Construire un État plus moderne et plus fort au service des citoyens, bâtir une économie résiliente sur la voie de la croissance, en plus de consolider une société cohérente et unie, fière de sa diversité et de valoriser les capitals humains. Parmi les importantes réalisations qu'il a énumérées figurent l'apaisement du climat politique et le renforcement des institutions, la promotion d'une administration publique moderne et active au service du citoyen, ainsi que la préservation de l'intégrité territoriale et de la sécurité, l'adoption d'une diplomatie active et équilibrée, en plus de la construction d'une économie productive et diversifiée capable de créer des emplois et de la valeur ajoutée. C'est ainsi que prend fin cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, préside la sortie de la 18e et 6e promotion d'officiers d'état-major. L'Assemblée nationale clôture la 2e session parlementaire ordinaire de l'année parlementaire 2024-2025. Le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire supervisent la signature de l'accord des partenariats publics-privés destinés à financer les activités des projets de complexes agro-industriels de production de sucre dans la région de Fumgleta. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau journal. D'ici là, prenez soin de vous.